Pourquoi Titan, la plus grosse lune de Saturne, est aujourd'hui une des cibles privilégiées de l'exobiologie? Eh bien, on va voir que tous les ingrédients nécessaires à la vie, telle qu'on la connaît, sont réunis sur Titan. Ces ingrédients, voici la liste. D'abord, de la matière organique, c'est-à-dire des molécules carbonées, avec des liaisons CH, carbone-hydrogène. Les briques élémentaires de la vie sur Terre sont constituées de molécules carbonées, organiques. Un liquide aussi qui offre un environnement propice aux réactions chimiques, davantage qu'un gaz ou qu'un solide. De l'énergie, solaire, chimique, pour enclencher des réactions chimiques nécessaires à l'apparition du vivant, et puis éventuellement des minéraux pour catalyser ces réactions chimiques. Titan, c'est donc la plus grosse lune de Saturne, donc la 6e planète en partant du Soleil, une géante gazeuse qui a environ 10 fois la distance Terre-Soleil du Soleil. Titan, c'est aussi le second plus gros satellite du système solaire après Ganymède, qui est une lune de Jupiter. Titan, c'est une lune qui est plus grosse que notre lune à nous, et même plus grosse que la plus petite de nos planètes, Mercure. Mais Titan n'est pas exceptionnel que par sa taille. C'est aussi le seul satellite du système solaire à être entouré d'une atmosphère dense. Cette atmosphère, comme celle de la Terre, est dominée par le diazote et contient quelques pourcentages de méthane. À la surface, la pression est très proche de la pression que l'on connaît sur Terre, 1,5 bar. En revanche, les températures sont glaciales, moins 180 degrés contre 15 degrés en moyenne sur Terre. Sur ce cliché, Titan apparaît comme une boule uniforme, orange. On ne devine absolument rien de sa surface. Ce qui rend l'atmosphère de Titan si opaque et orange, c'est la présence de brume constituée de grains solides organiques. En effet, l'atmosphère de Titan est le siège d'une intense photochimie qui conduit à la production de ces grains solides organiques. À 500 km au-dessus de la surface, les molécules de diazote et de méthane sont constamment dissociées, cassées par les rayons ultraviolets du Soleil et par des particules haute énergie accélérées par la magnétosphère de Saturne. Plus bas, ces molécules, les produits de cette dissociation, se recombinent pour former une vaste gamme de produits organiques allant de l'éthane jusqu'à des aérosols solides complexes, hydrocarbures et nitriles. En laboratoire, on peut simuler la photochimie de l'atmosphère de Titan, par exemple ici en irradiant avec un plasma froid, simulant l'action des rayons ultraviolets du Soleil, un mélange gazeux dont la composition est celle de l'atmosphère de Titan. On obtient alors des analogues des aérosols organiques de Titan, dont la couleur, marron, orange, est celle des brumes de Titan, et probablement celle aussi de la surface de Titan, puisque les plus gros de ces aérosols organiques tombent et sédimentent à la surface depuis très longtemps, on ne sait pas combien de temps. La surface de Titan, c'est la mission Cassini-Huygens qui l'a dévoilée au début des années 2000, d'abord en y déposant un atterrisseur, Huygens, en 2005, puis en la cartographiant grâce à 3 instruments embarqués sur la sonde Cassini et capables de voir à travers les brumes de Titan. 2 imageurs dans l'infrarouge et un radar. Voici la carte de la surface de Titan qui combine plus de 13 années de données, donc infrarouge et radar collectés par la sonde Cassini. Les couleurs, ce sont des fausses couleurs, indiquent des variations de composition. Les régions marron-jaune de la couleur des aérosols de Titan, qui dominent la ceinture équatoriale du satellite, sont de vastes champs de dunes. Ces dunes sont probablement, très probablement, composées de grains de sable organiques résultant de l'érosion fluviale et pluviale d'une couche sédimentaire organique formée par accumulation et sédimentation des aérosols de l'atmosphère de Titan. Des indices d'érosion fluviale et d'écoulement à la surface de Titan ont été apportés par l'atterrisseur Huygens. Sur cette photo, prise par Huygens à environ 15 km d'altitude au-dessus de la surface, on distingue nettement des réseaux fluviatiles, des réseaux de rivières, qui débouchent sur une plaine plus sombre où s'est posé justement Huygens et où il a pris ce cliché montrant une surface plutôt plate et jonchée de cailloux, peut-être de glace, aux formes arrondies, qui font terriblement penser aux galets que l'on trouve dans les lits des rivières terrestres. Les mesures de composition faites par Huygens sur son site d'atterrissage laissent aussi entrevoir, sans bien la caractériser, une réelle complexité chimique dans la matière organique présente à la surface de Titan. Le liquide qui s'écoule sur cette surface, c'est bien évidemment pas de l'eau. Il fait moins 180 degrés. Ce sont des hydrocarbures liquides, essentiellement du méthane et de l'éthane. Dans les conditions de pression et de température à la surface de Titan, le méthane peut en effet exister sous ces 3 états, liquide, solide et gazeux. Et donc,
Sur Titan, il existe un cycle du méthane comme il existe un cycle de l'eau sur Terre. Il y a des nuages de méthane, des pluies de méthane qui alimentent des rivières, qui éventuellement débouchent sur des lacs ou des mers. La sonde Cassini a en effet montré qu'environ 2% de la surface de Titan était recouverte d'étendues liquides, hydrocarbures, essentiellement confinés au pôle nord du satellite. De l'eau liquide peut néanmoins exister à la surface de Titan, mais de façon extrêmement éphémère. Par exemple, après un impact, comme celui qui a donné naissance au cratère Selk ou au cratère Synlab sur ces images. La croûte de Titan est faite de glace. L'impact va faire fondre cette glace qui va perdurer dans cet état pendant peut-être quelques siècles, quelques millénaires. Donc pendant quelques siècles, quelques millénaires, eau liquide et matière organique se côtoient. De l'eau liquide peut exister aussi de façon éphémère après un épisode de volcanisme, ou plutôt de cryovolcanisme dans le cas de Titan, puisque ce serait un volcanisme à très basse température, dont la lave serait constituée de glace fondue. On n'a pas aujourd'hui de preuves irréfutables d'une activité cryovolcanique sur Titan, mais certains édifices, comme Sotra-Patera ici, où on voit un massif montagneux que jouxte un cratère profond entouré de ce qui ressemble à des coulées de lave, eh bien, certains édifices comme celui-là laissent penser que des événements explosifs sont possibles sur Titan et peuvent s'accompagner d'épanchements de cryolave. Enfin, il existe de l'eau liquide sur Titan, mais dans son intérieur. Titan, en effet, comme Europe, comme Encelade, comme Ganymède, est ce qu'on appelle une lune-océan. Il abrite sous sa croûte de glace, sous environ 50-100 km de glace dans le cas de Titan, un océan liquide global qui se trouve en fait pris en sandwich entre cette croûte de glace et une couche de glace à plus haute pression. Donc si je reviens à ma liste de départ, la liste des ingrédients nécessaires à la vie telle qu'on la connaît, eh bien d'abord de la matière organique. On a vu qu'il y en avait à foison sur Titan. Elle est produite dans l'atmosphère, par photochimie essentiellement, et se dépose progressivement à la surface. Ce qu'on ne sait pas, c'est quel est le degré de complexité de cette matière organique. Est-ce qu'on peut trouver sur Titan ce qu'on appelle des molécules prébiotiques, précurseurs d'une forme de vie? Est-ce qu'on peut parler même de biologie sur Titan? La question reste totalement entière. On a vu qu'il fallait un liquide. Sur Titan, on en a deux. On a les hydrocarbures liquides qui s'écoulent de façon pérenne à la surface. Mais est-ce que le méthane liquide pourrait être un berceau pour la vie comme l'eau l'a été sur Terre? Ce serait une vie très différente de celle qu'on connaît sur Terre. Et a priori, le méthane ou l'éthane liquide sont des solvants bien moins efficaces que l'eau liquide. Mais certains chercheurs s'attellent à répondre à cette question. De l'eau à la surface, on a vu, il y en a, mais de façon extrêmement éphémère, transitoire. Est-ce que quelques siècles, quelques millénaires, c'est suffisant pour enclencher les réactions chimiques nécessaires à l'apparition du vivant? Enfin, on a vu qu'il y avait de l'eau liquide pérenne sur Titan, mais dans son intérieur. Est-ce que l'océan interne de Titan échange avec la surface où se trouve la matière organique? Est-ce qu'il interagit avec le noyau rocheux de Titan, qui pourrait être une source de minéraux? Pour l'instant, on ne le sait pas. Enfin, de l'énergie, on a vu, il y en a, et on a parlé du rôle clé de l'énergie solaire dans la production de la matière organique sur Titan. Et pour ce qui est des minéraux, il y en a probablement provenant du noyau rocheux, ou bien apportés de façon exogène par des astéroïdes, par des comètes à la surface. Pour répondre à ces questions et mener l'enquête, il faut le faire in situ, c'est-à-dire depuis la surface. C'est dans ce but qu'en 2019, la NASA a sélectionné la mission Dragonfly pour son programme New Frontier. Dragonfly en anglais, ça veut dire libellule, parce qu'il s'agit bien d'envoyer un engin volant vers Titan. En l'occurrence, un drone de plus de 800 kg qui ira se poser dans un des champs de dunes du satellite. La destination finale de Dragonfly, c'est le cratère d'impact Selk, donc une de ces oasis éphémères qui a pu offrir un environnement favorable aux réactions chimiques à la matière organique de Titan. Dragonfly ira donc jusque dans le cratère Selk pour collecter le résultat des expériences à ciel ouvert qui se déroulent depuis l'impact qui a donné naissance à ce cratère, et pour même essayer d'y trouver d'éventuelles biosignatures, c'est-à-dire signatures de la vie. Pour ce faire, le drone est bardé d'instruments, de caméras bien sûr, de capteurs en tout genre, mais surtout d'un système d'acquisition qui collectera un échantillon du sol, ensuite analysé par un analyseur chimique
combinant un spectromètre de masse, un chromatographe en phase gazeuse et un laser de désorption. C'est l'instrument DRAMS qui sera capable d'identifier toute une gamme de composés organiques, y compris des molécules de type prébiotique, comme des acides aminés, des acides gras, des lipides. DRAMS pourra même séparer les énantiomères des molécules, c'est-à-dire les molécules de formule chimique identiques, mais dont la configuration, dont la chiralité, droite ou gauche, n'est pas la même. En effet, sur Terre, les molécules associées à la vie présentent un excès de l'une des deux chiralités. Par exemple, les sucres, c'est un excès de la chiralité droite. Les acides aminés et des protéines, un excès de la chiralité gauche. Si un tel excès est détecté sur Titan, cela pourrait être le signe que la molécule détectée est d'origine biologique. Affaire à suivre donc, et rendez-vous dans un peu plus de 10 ans à la surface de Titan.